Salut à tous, je vous retrouve pour une petite vidéo en ce mois de septembre, une petite vidéo de rentrée pour vous parler de la différence, ou plutôt de comment moi je me sens différente en tant qu'autiste par rapport aux autres. Ce sentiment de différence, j'ai du mal à me l'avouer en fait, à m'avouer que je me sentais différente, qu'il y avait une différence entre les autres et moi. Je pense que c'était une part de déni parce que je voulais pas aller chercher au fond de moi-même la vérité, la solution. Et donc je me mentais en fait à moi-même et je prétendais que non, moi j'étais tout à fait normale, j'étais comme les autres, que j'étais tout à fait capable de faire tout ce que je voulais, que j'avais pas de limites. Donc je pense que déjà cette conscience des limites, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas à faire, on n'apprend pas à se poser la question de ce qu'on est capable de faire ou non. Et puis je crois que les personnes qui veulent à tout prix être différentes, en réalité elles sont comment dire, elles sont peut-être banales, et les personnes qui veulent être à tout prix banales, c'est peut-être elles qui sont fondamentalement différentes. En tout cas, moi, j'ai jamais cherché à l'être, j'ai toujours cherché à passer inaperçu déjà, mais aussi à être intégrée, à faire. Je voulais faire partie de la société, je voulais faire partie du monde, je n'avais pas envie de m'exclure, et j'ai même envie de dire, j'en avais pas ce luxe, j'avais pas la force psychologique de supporter une exclusion qui soit assumée. Donc, il y a des personnes en fait qui se marginalisent d'elles-mêmes, qui revendiquent d'être autres, d'être atypiques par exemple. Mais les personnes qui sont atypiques ne sont pas forcément neuroatypiques. Moi, si j'avais vu ça au grand jour plus jeune, si j'avais compris que j'étais à ce point différente plus jeune, je pense que je me serais effondrée. C'est ce que j'expliquais dans une autre vidéo, je sais plus laquelle, où finalement c'était presque un mécanisme de défense que de ne pas comprendre, de ne pas réaliser à quel point j'étais vraiment différente. Et ce sentiment de différence, c'est aussi, je pense, un point de vue, c'est-à-dire que finalement on est tous différents par rapport à quelqu'un d'autre. Et c'est sûr que la norme étant celle des non-autistes, forcément qu'on se situe en marge de cette norme-là, mais si nous étions en majorité, ce seraient les non-autistes qui seraient finalement, ce seraient eux les différents, ce seraient eux les exclus. Et donc c'est là où je veux en venir, c'est-à-dire que c'est juste une question de perception. Et moi, si je me sentais différente, je sentais plutôt, si je ne me sentais pas différente, je sentais plutôt une différence. Mais je ne me disais pas que c'était moi qui étais différente. Alors il y avait un déni, mais il y avait aussi une part de lucidité qui était que finalement on n'est jamais différent que par rapport à quelqu'un d'autre. Et donc pourquoi se dire que c'est nous le problème, que c'est nous qui sommes décalés? Non, il y a un décalage entre les autres et moi-même, mais moi je me disais plutôt aussi, peut-être que c'était un deuxième mécanisme de défense que j'avais, que les autres étaient bizarres, que les autres étaient décalés, que les autres ne se comportaient pas de façon normale. Je ne me disais pas que c'était moi qui étais décalée par rapport aux autres. Moi, j'avais vraiment l'impression d'être dans mon bon droit. Pourtant, je n'étais pas quelqu'un qui était très affirmé, qui avait très confiance en elle. Mais pour ces choses-là, j'avais une confiance au fait que il y avait un décalage. Oui, peut-être que je pressentais, mais je ne me disais pas que c'était moi en fait, que c'était moi qui étais décalée. Par exemple, par rapport aux fameux implicites, souvent on dit les autistes, ils comprennent pas les implicites. Bien moi, je me disais pas ça. Je me disais pas que c'était moi qui comprenais pas les implicites. Je me disais que les autres n'étaient jamais clairs et que c'était les autres le problème entre guillemets. C'est-à-dire les autres dissimulaient leurs intentions. Les autres avaient un double discours. Les autres utilisaient l'ironie de manière mesquine. Et pourquoi je pensais ça? Je pense que je pensais ça parce que j'ai toujours été quelqu'un qui a fait du mieux qu'elle a pu toute sa vie, qui a fait des efforts. Et si j'ai fait des efforts, si j'ai fait tout ce qui était en mon possible pour que ça se passe bien dans l'interaction et que ça se passait quand même mal, dans l'interaction, je ne pouvais pas me dire que c'était moi la responsable.
Je pouvais pas me dire que c'était moi qui avais un problème dans ma communication. Et quelque part, je pense que c'était vrai. Je me disais, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour que ça se passe bien, et si ça s'est quand même mal passé, c'est qu'il y a quelque chose en face, un effort qui n'a pas été fait, un pas qui n'a pas été fait. Moi, j'ai fait la moitié du chemin, si l'autre en face ne fait pas la moitié, forcément, on ne peut pas s'en sortir. Et c'est pour ça que je tiens beaucoup à ce discours qui est de dire qu'il faut être deux dans un échange, il faut être deux dans une conversation. Donc peut-être qu'il y a des choses qui nous échappent, je ne dis pas que c'est pas le cas, mais je pense que notre communication, elle est quand même très positive, elle a vraiment des vertus. On devrait s'en inspirer, selon moi, et non pas la pathologiser et dire que ce serait à nous de compenser nos déficits et que ce serait à nous d'apprendre à communiquer. Et puis qu'est-ce que ça voudrait dire? Ce serait à nous d'apprendre à dissimuler, ce serait à nous d'apprendre à mentir, à cacher ses intentions. Non, en fait, ce serait plutôt aux autres, même s'ils sont la majorité, à apprendre, à être clair, à reformuler si besoin, parce que souvent moi j'appelais à reformuler et l'autre ne le faisait pas, ou bien se montrer agressif, voilà. C'est à l'autre d'avoir un discours limpide. Voilà, donc cette question de différence, c'est un point de vue, c'est une perception, et finalement je crois qu'on ne peut pas tout reposer, on ne peut pas reposer toute la responsabilité, toute la faute, entre guillemets, sur les personnes neuroatypiques. Parce qu'il y a aussi une histoire et un vécu qui est tellement résilient, j'ai envie de dire, on va lutter. Il faut aussi que l'ensemble de la société s'adapte. Voilà. Alors pour cette vidéo sur la différence, j'ai listé, du coup, là c'était mon introduction, 10 différences que moi j'ai déduit de mon expérience. Mais en fait, bon, j'aurais pu en mettre 15, j'aurais pu en mettre 20, j'aurais pu en mettre 30. J'ai essayé d'en lister 10, voilà, qui montrent que je suis différente en tant qu'autiste. Bon, la première différence, c'est ma sensibilité. Alors, j'ai fait une vidéo précédente sur la sensibilité, l'hypersensibilité. Donc, je n'aime pas ce terme d'hypersensibilité. Donc, moi, je vais vraiment parler que de sensibilité. Et sensibilité, pas au sens sensoriel, là, cette fois. Je pourrais aussi l'appeler hyperréactivité. C'est-à-dire que je suis très heurtée par des situations, par des comportements, les comportements de personnes. Il y a quelque chose qui me touche, qui me heurte, qui m'est douloureux, qui m'est insupportable. Et cette intensité, elle est telle que parfois je suis obligée de me protéger de certaines personnes dont les comportements me font du mal, de certaines situations qui m'épuisent, qui là encore me font du mal, alors que pour, j'ai envie de dire, le commun des mortels, ces situations sont gérables, ces personnes sont gérables. À la limite, ils vont dire c'est un petit peu difficile, ou alors ces personnes ont un tempérament particulier. Ces personnes n'ont pas la langue dans leur poche, etc. Mais bon, c'est leur personnalité, elles sont comme ça, c'est gérable. Pour moi, c'est pas gérable. Il y a vraiment quelque chose, voilà, cette sensibilité, cette hyperactivité, ça me met vraiment dans tous mes états. Et du coup, je suis obligée de me protéger sans cesse de situations ou de personnes qui risqueraient de me faire du mal. Et ça, les autres ne le comprennent pas totalement. Et ils peuvent du coup me reprocher d'être trop sensible, là encore, de réagir, de surréagir. Alors moi je pense qu'on surréagit jamais en fait. Moi je pense qu'on réagit à la limite à la mesure de ce qu'on ressent. Donc si on réagit d'une façon intense, c'est parce que ce qu'on ressent est intense. Et dans ce cas-là, il faut l'entendre. Et non pas dire tu surréagis. Parce que dans ce cas-là, c'est comme si on niait ce que la personne ressent. Donc moi, pour les autres, oui, souvent je surréagis. Quand il y a des imprévus, pour les autres, je surréagis. Pour moi, c'est viscéralement douloureux de devoir me réajuster. C'est épuisant. Donc je suis mal, je m'effondre. Et cette sensibilité, elle n'est pas comprise. On préfère la nier plutôt que l'écouter, la prendre en compte. Donc ça, c'est un vrai problème dans ma vie, dans mon quotidien. La deuxième chose, la deuxième différence, c'est mon incapacité, alors c'est lié à la flexibilité mentale. On perçoit souvent la flexibilité mentale comme quelque chose de négatif.
la personne elle a du mal à switcher, à s'adapter à la situation, elle bug au niveau moteur, elle a du mal à lancer l'action, à hiérarchiser les actions, voilà, à se mettre en mouvement. Mais elle a aussi du mal à changer de point de vue, alors à ne pas confondre avec l'entêtement, c'est plutôt qu'elle a du mal, parfois on a du mal, parce que je m'inclus dedans, à switcher au niveau aussi mental, je dirais. Et bon, du coup, moi, cette flexibilité mentale, c'est vraiment un roc sur lequel je m'appuie. C'est-à-dire que je suis rigide au niveau moral. Je ne transige pas avec mes valeurs. Voilà. Donc c'est pour ça que dans mes premières vidéos sur cette chaîne, je parlais d'inflexibilité du cœur et des valeurs. Ce qui n'est pas le cas de tous les autistes, parce que ça, les valeurs, c'est pas lié à l'autisme, c'est notre histoire, notre sensibilité, notre tempérament, notre vécu, nos traumas. Mais moi, voilà, moi j'ai des valeurs fortes, j'y tiens. Et comme je suis inflexible aussi en tant qu'autiste, du coup, ça va avec. Et donc, si quelque chose ne me dérange, je ne vais pas pouvoir transiger, je ne vais pas pouvoir poursuivre. Je ne vais pas pouvoir continuer à fréquenter des personnes avec qui je ne partage pas des valeurs. Je ne vais pas pouvoir continuer dans des situations qui sont en contradiction avec mes valeurs. Alors, c'est aussi la question de la dissonance cognitive. Parfois, c'est vrai qu'il m'arrive d'être dans cette dissonance-là, mais j'en ai conscience. J'en ai conscience, pardon. Mais cette dissonance cognitive, pour moi, elle n'est pas non plus... c'est pas la même chose que s'opposer à ses valeurs. C'est-à-dire, par exemple, moi, je suis prof et je sais que parfois, je suis dissonante parce que je suis dans un système qui ne favorise pas forcément le bien-être des élèves. Pourtant, moi, je tiens vraiment à ce bien-être. Et moi, je suis contre le validisme qui considère que toutes les personnes sont sur le même plan et qu'elles ont toutes les mêmes, justement, les mêmes besoins et les mêmes limites. Voilà. Mais en étant dans ce métier-là, je sais que je m'oppose un petit peu à mes valeurs. Mais pourtant, j'arrive à trouver des points de... Je me retrouve dans ce métier quand même parce que ça répond à des valeurs fortes, des valeurs auxquelles je crois, l'éducation, la transmission, le partage des mots, etc. Bon voilà. Mais c'est vrai que j'ai remarqué que souvent les non-autistes, ils arrivaient beaucoup plus facilement que moi à s'arranger avec leurs valeurs. Donc je dirais pas que tous les non-autistes sont utilitaires et ont une vision un peu comme ça intéressée des personnes et des situations, mais j'ai constaté qu'il aurait été beaucoup plus facile de switcher et de changer comme ça de valeur, hein, de s'adapter clairement quand c'était dans leur intérêt. Moi, je crois que je suis prête à me griller complètement, mais d'ailleurs, je l'ai déjà fait. Hein. Je me suis déjà mis à dos des gens, des profs dans mon métier, parce qu'en fait, je prenais la défense de telle situation, de telle personne, et que du coup, ça me retombait dessus. Et oui, parce que bah, je suis un peu bête, mais je ne sais pas me protéger parfois, et je me prends un petit peu pour fantomette. Voilà, c'est pour ceux qui connaissent. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est au niveau des interactions sociales. Donc là, c'est quelque chose qui me met un peu en difficulté. Alors parfois, c'est un atout, mais j'ai tendance à tout décortiquer dans les interactions sociales, notamment après coup. Donc en fait, sur le moment, je vis l'interaction sociale, je me la prends pas dans la figure. C'est pas forcément négatif, juste je la vis, je l'éprouve physiquement, émotionnellement, et j'ai pas vraiment d'avis sur cet échange. Et le soir vient, ou plutôt la nuit vient, et là, je décortique tout dans ma tête. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, pas systématiquement, mais ça peut arriver. Je commence à me dire qu'en fait, il y a des choses qui ne se sont pas du tout bien passées dans cet échange, il y a des choses qui m'ont dérangé, il y a des choses qui justement s'opposaient à mes valeurs, il y a des choses dans l'échange où je me suis sentie mal, et là, du coup, je commence un petit peu à partir dans l'angoisse et à me dire qu'en fait ça n'a pas du tout été, qu'il faut que je rediscute avec la personne, que je clarifie telle situation, tel truc et tel truc, parce que là, voilà. Donc c'est quelque chose que je fais régulièrement. Je pense que c'est lié à l'autisme, puisque j'ai cru comprendre qu'on avait une pensée en détail et qu'en plus on hyper focalisait sur pas mal de choses. Donc en fait, c'est logique que du coup l'échange soit comme une multitude de petites pièces, que je vois les autres comme une multitude de petites pièces, et du coup, quand il y a des pièces qui me dérangent, et ben c'est tout l'ensemble qui me dérange. Donc c'est aussi
lié à ce troisième point, c'est que j'ai tendance à faire d'un cas une généralité. Donc parfois je diabolise très vite les gens parce qu'en fait je suis un peu méfiante. Dès qu'il y a quelque chose qui me dérange, je vais avoir très très peur. Et à l'inverse, parfois je vais aussi idéaliser des personnes parce que j'ai retenu des choses vraiment très positives de ces personnes, mais dans ce cas comme dans l'autre, il y a toujours un peu un biais qui est cette, je sais pas si c'est une difficulté, je dirais cette capacité à focaliser sur des détails. Soit ça me plaît, soit ça me plaît pas, et ça peut un peu fausser mes relations avec les autres et créer ensuite de l'angoisse, et voilà, c'est pas confortable. Alors que souvent quand je suis avec d'autres personnes et que je leur demande leur retour, leur feedback, qui ne sont pas autistes, et elles ont rien vu. Elles ont rien, c'est passé crème. Alors soit c'est moi qui suis très lucide, soit c'est moi qui suis complètement paranoïaque. Voilà, je n'ai pas encore tranché, mais en tout cas, c'est pas confortable. Mon quatrième point, c'est mon rapport à la langue. Donc moi, j'aime la littérature, je lis depuis... Enfin, j'adore la lecture, j'écris, je suis prof de français, j'ai un rapport à la langue très fort. Et en fait, souvent on dit que les autistes, certains autistes, ils utilisent la langue comme un moyen qui n'est pas une fin en soi. En fait, ils utilisent la langue non pas pour se faire comprendre, mais pour, par exemple, entretenir une stimulation. Donc ils font des phrases dites idiosyncrasiques, c'est-à-dire qui n'ont pas de sens, mais juste comme un sort de stime, en fait, pour se canaliser, etc. Donc autrement dit, certains autistes ont un rapport à la langue qui est vraiment propre à eux, qui est très personnel, où en fait les mots n'ont pas forcément de sens, ils vont pas utiliser les mots pour que ça ait un sens, ils vont utiliser les mots comme un moyen de se stimer, un moyen aussi de dégager des émotions, mais pas quelque chose qui soit dans une perspective de communication avec autrui. Et en fait ça me perturbe énormément, alors je sais plus où j'ai lu ça, cette tendance, parce que moi en fait, alors je ne le fais plus, mais il y a quelques années, j'écrivais des textes qui n'avaient aucun sens. Je vous jure que c'est vrai, c'est-à-dire que bon, pourtant j'étais bonne en français, mais je sais pas ce que je faisais. En fait, j'utilisais des mots qui n'avaient pas du tout le sens en fait adapté à la phrase. Donc en fait, mon texte n'avait aucun sens pour les autres, mais moi je me comprenais très bien. C'est un peu flippant, je vous l'accorde. Mais donc en fait, je me demande si moi j'ai pas aussi cette tendance un peu j'utilise les mots pour un peu me faire mon petit rap, mais intérieur, et qu'en fait c'est pas grave si de l'extérieur ça n'est pas compréhensible parce que moi je me comprends très bien. Un exemple, je me rappelle que j'utilisais beaucoup le mot nonobstant. Et ce mot, je l'utilisais comme un adjectif. Alors j'étais au collège, hein, donc voilà, soyez indulgents. Mais en gros, donc j'adorais ce mot et j'utilisais nonobstant tout le temps. Et en fait, je disais aux gens, c'est nonobstant, ou cette personne est nonobstante, et en fait, ça ne voulait absolument rien dire, parce que nonobstant n'est pas un adjectif, voilà. Mais moi, j'utilisais ce mot, et en fait, très très souvent, j'utilise des mots pour un autre usage, enfin avant. Et maintenant j'utilise les mots de manière appropriée, mais je dirais même de manière neurotypique, c'est-à-dire dans une langue qui est académique. Et j'aime pas du tout en fait ce rapport à la langue que je trouve très élitiste aussi. Cette façon qu'on a de reprocher aux autres les fautes d'orthographe, je trouve ça très méprisant. Voilà, moi je suis contre tout ça. Pourtant je suis prof de français, mais voilà, je le dis. Donc mon rapport à la langue, il est un peu particulier. Et même si j'évolue, je pense que je garde un peu cette tendance à utiliser la langue d'une façon un peu détournée. Voilà. Et je pense que c'est lié à mon autisme. Mon cinquième point, c'est le plus évident, mon incapacité à sociabiliser longtemps, ma fatigabilité, qui est une souffrance là pour le coup, c'est-à-dire que moi j'aime rencontrer de nouvelles personnes, j'aime échanger, je voudrais avoir cet échange pendant des heures, et en fait mon corps me dit stop à un moment. C'est vraiment... ou s'il ne me le dit pas sur le moment, je vais vite le comprendre le soir même ou le lendemain. Donc en fait je suis épuisée par les échanges, surtout quand il y en a beaucoup en même temps. Donc les échanges en groupe c'est le pire, et je suis incapable d'échanger en groupe. Je suis incapable de prendre la parole au bon moment, d'écouter ce que l'autre me dit et d'y rebondir instantanément, enfin rapidement. J'ai vraiment l'impression, là pour le coup, d'être handicapée. Souvent quand je prends la parole en groupe, je le fais avec une grande difficulté,
je coupe systématiquement la parole à quelqu'un parce que je ne sais pas me positionner au bon moment, quand il y a une pause, je perds mes mots, je perds mes moyens parce qu'il y a trop de personnes qui me fixent en même temps et que ça me déstabilise. En plus, je me perds dans mes pensées parce que j'oublie la moitié de ce que je veux dire sur le moment. Et puis, je suis incapable de répondre, d'avoir ce qu'on appelle de la répartie. Voilà, tout simplement, en société, c'est utile, mais moi, je n'y arrive pas. Donc, ça, c'est mon 5e point. Et mon 16e point, mon incapacité à échanger, mais cette fois sur des sujets bateaux. C'est-à-dire encore quand c'est des sujets qui me passionnent, où vraiment il y a quelque chose, ça transcende la fatigue. C'est tellement intense, j'ai tellement envie de parler de ça que je peux en parler pendant 5 heures. Là pour le coup c'est l'inverse, je vais parler mais je vais plus m'arrêter. Et d'ailleurs parfois j'ai un débit de parole, vous l'avez peut-être remarqué dans mes vidéos, je parle beaucoup, et en fait je ne m'arrête plus. Et ça, ma psychologue m'a dit que c'était aussi autistique, que parfois on a du mal en fait à se positionner. En fait, soit on va pas du tout parler, être très observateur, ou soit on va beaucoup parler dans une espèce de flux ininterrompu où on va un petit peu partir dans nos pensées, se mélanger les pinceaux et ça n'a plus aucun sens à la fin. Mais voilà. Donc moi, je suis incapable, bien sûr, comme beaucoup d'autistes, hein, à échanger sur des sujets du quotidien, les petits sujets à la machine à café, ça me fatigue. J'ai besoin, et c'est vraiment un besoin, d'avoir des échanges qui soient nourrissants intellectuellement ou en tout cas émotionnellement, de rencontrer des gens quoi, de voir quelqu'un et que la personne se montre telle qu'elle est, que je sache qui elle est, qu'elle me montre son intériorité. Et je ne supporte pas, mais je ne supporte pas les gens qui sont dans le bla, mais aussi dans les faux semblants, dans le masking. Donc nous les autistes on masque, mais il y a aussi les non-autistes qui masquent, c'est-à-dire qu'ils ne se montrent pas tels qu'ils sont. Et du coup, il n'y a pas de sincérité, c'est creux, c'est vraiment horrible pour moi, je ne supporte pas ça. En plus, c'est angoissant parce que je n'arrive pas à cerner la personne. Et ce que je voulais dire pour finir, c'est que souvent ça s'est mal interprété par les non-autistes qui pensent que je suis prétentieuse, voire méprisante, parce que je n'aime que les échanges profonds. Bah oui, si c'est le cas, si c'est ce que vous pensez, je suis désolée, mais en fait, c'est pas que je vous méprise, c'est vraiment que je ne peux pas supporter un échange qui soit plat sur la météo. Je suis désolée, c'est peut-être que je suis méprisante, hein, mais vraiment c'est pas possible physiquement, c'est pas possible. Donc je vais pouvoir le faire peut-être un quart d'heure parce que quand même je sais compenser, mais à un moment donné j'ai besoin d'avoir accès à vraiment ce que la personne est en profondeur, sinon ça m'épuise littéralement. Voilà. Donc du coup ça m'amène aussi à mon autre point qui est mon besoin d'avoir des intérêts spécifiques forts. Et là, je me suis vraiment rendu compte cet été, parce que cet été, j'ai passé 2 mois à bosser mes cours de psychologie, mais c'était une obsession. Tous les jours, il fallait que je fasse mes cours de psychologie. Et pourtant, ça n'avait aucun intérêt, parce qu'en fait, cette année, j'ai repris mon travail de prof. J'ai pas du tout la tête à faire de la psychologie, mais en fait, c'est pas grave, c'était vraiment, pour le coup, c'était vraiment envahissant. En plus, comme j'avais 2 mois d'été, mais c'était vraiment le piège, c'est-à-dire que je suis tombée dans les abysses de la psychologie, je m'arrêtais plus. Je lisais des articles sur internet, j'ai acheté des bouquins, mais mes limites, je m'inscrivais à la fac presque. Donc c'est très très intense, alors ça me procure une joie mais incommensurable, mais par contre c'est dangereux, je pense que c'est dangereux. Il faut s'arrêter à un moment donné, c'est compliqué, c'est pour ça qu'il y a certains autistes qui ne mangent plus, qui dorment plus, qui pensent qu'à ça. Bon, en ce moment je dors pas très bien, mais ça va, j'arrive quand même à m'arrêter. Là je suis passée à autre chose, du coup je suis passée à un autre intérêt spécifique. Voilà, je sais pas si c'est mieux, mais j'ai pas trouvé mieux pour me sortir de cette phase obsessionnelle de psychologie. Voilà. Alors, mon 8e point, j'en suis au 8e, mes difficultés à comprendre les codes sociaux, mais ça j'en suis plutôt fière. Je suis plutôt fière de me dire que non, moi je ne suis pas, dans cette vision utilitaire des autres, moi je ne suis pas calculatrice, moi je ne vois pas des gens qui ont des statuts et des fonctions face à moi, moi je vois des êtres humains, moi je ne vois pas des hommes et des femmes, je vois des personnes et je suis particulièrement fière, oui. Alors après, effectivement, je ne comprends pas comment il faut s'adresser au patron, aux salariés qui soi-disant, selon une échelle que je ne comprends pas, est inférieure dans la hiérarchie par rapport à moi. Voilà, il y a des trucs que je ne comprends pas, il y a des usages que je ne comprends pas. Mais parfois, je trouve que c'est une chance, en fait, parce qu'on ne se laisse pas enfermer. Et je trouve qu'il y a des personnes non autistes,
qui obéissent à ses règles, à ses usages et qui du coup se privent de quelque chose en fait, se privent d'une communication spontanée, se privent d'une joie en fait à être qui ils veulent être parce qu'ils croient qu'il faut qu'ils restent dans ce cadre-là. Eh bien moi je dis rien à foutre du cadre, je parle à tout le monde, voilà, et puis je comprends pas, mais je pense que c'est très bien. Voilà. Mon 9e point, c'est la solitude. Donc là, c'est moins cool. La solitude, le rejet. Bon, j'ai déjà fait une vidéo sur le rejet. Le rejet, c'est très profond. Parce que c'est quelque chose de très pernicieux, de très dans les non-dits, dans les implicites. C'est des gens qui vous sourient, mais en fait, vous sentez qu'ils veulent pas que vous restiez. Enfin, c'est pour ça que c'est très compliqué aussi, parce que c'est pas assumé par les autres. Et du coup, ça crée beaucoup de solitude. Et cette solitude, elle est aussi intérieure parce que on sent bien qu'il y a quelque chose quand même. On sent bien qu'on est différent. Moi, je voulais pas me l'avouer. Moi, je pensais que j'allais très très bien, qu'il n'y avait pas de problème, tout ça. N'empêche que j'écrivais des chansons sur la différence quand j'étais au collège. Donc, pourquoi j'utilisais ce mot? C'est peut-être que je sentais au fond qu'il y avait quelque chose par rapport à ça. Donc, cette solitude, on la porte toute sa vie depuis le début. Même, je pense, face à ces figures d'attachement, même face à ses parents, on a déjà une connaissance que eux n'ont pas sur nous, parce qu'on comprend déjà tout petit qu'en fait il y a ce décalage, il y a cette différence, voilà, qui fait qu'on va devoir s'armer seul et se débattre comme on peut dans ce monde. Je ne développerai pas plus. Et pour finir, bah, c'est le vécu du coup qui découle de ce sentiment de solitude. C'est qu'on a, je dirais pas une sagesse non plus par rapport aux autres. On a une expérience supplémentaire de vie par rapport aux autres. C'est comme les personnes qui ont vécu un traumatisme et qui après s'en sortent et développent des stratégies incroyables. Je dis pas que c'est positif. Mais nous aussi, on a ces stratégies, on a ce qu'on appelle la suradaptation, le masking, la compensation, les compensations qui ne sont pas des choses positives pour nous, ça nous fait du mal, ça nous fatigue, mais on a, cette double lecture sur soi-même, sur les autres. On comprend qu'il y a ce décalage. Parfois, on se fustige, on croit que c'est nous qui sommes inadaptés, bizarres, on est très dur envers nous-mêmes. Parfois, on est en colère contre les autres. Voilà. En tout cas, c'est des sentiments très forts qui nous traversent et je pense que ça nous fait grandir. Je pense qu'on a quelque chose de plus. Voilà, moi, je le verrais comme quelque chose de plus. Et parfois, je trouve que les autres sont très linéaires, sont très horizontales, sont très, je dirais pas plats parce que c'est méprisant, mais... Et nous, on a quelque chose en 3 dimensions. On a des aspérités, on a une complexité parce qu'on est dans ce vécu d'autiste, on est dans ce vécu, puis les autistes, on n'a pas tous des vies heureuses, donc parfois on a nos vécus familiaux qui sont aussi douloureux, on vit des traumatismes en plus de notre vécu de neuroatypique. Donc tout ça, ça crée plein de dimensions, voilà, c'est enrichissant, même si parfois c'est très compliqué, difficile et douloureux, mais c'est aussi un enrichissement et on a une vie du coup, je pense qu'on ne s'ennuie pas en tant qu'autiste. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire, c'est déjà pas mal, mais 10 différences par rapport aux personnes non autistes. Bon bah j'espère que cette vidéo de rentrée vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, ciao, bye bye.